10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, un nouveau mercredi pendant lequel on va parler éco au sens large du terme, dans mon salon avec des invités, vous allez voir, de choix sur un sujet qui à mon sens a énormément d'importance aussi bien maintenant mais même qu'un peu plus tard. Je pense qu'on va revenir au niveau de la société sur ce sujet extrêmement important. Alors moi je dis les salariés aidants, vous verrez que certains de mes invités ce soir disent autre chose. Et il y a différentes appellations pour cette situation. Donc ce soir, 1 heure en compagnie de mes invités. Je rappelle juste que cette émission, elle est accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, celle de la Creuse, Limoges Métropole et la Chambre de métier et de l'artisanat. Une fois de plus, oui c'est de la pub, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ils nous aident et c'est bien sympa de pouvoir vous présenter cette émission en étant aidé. Alors je vois qu'il y a déjà du monde. Salut Walter, bonjour Marie-Josée, je suis ravi de vous voir. N'hésitez pas à poser des questions. Je le répète aussi ça à chaque émission, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi ou avec mes invités, sauf que ce n'est pas parce qu'on est derrière son écran qu'on dérape, on est poli et puis tout se passe très bien. Si on n'est pas poli, on arrête et chacun rentre chez soi. Vous savez, j'ai un caractère un peu de cochon, mais bon, ça fait du bien de rester poli avec les invités. Alors les invités, justement, je vais vous les présenter. Les voilà, ils sont là. Alors je ne vais pas dire qu'ils sont au garde à vous, il y en a peut-être une qui est au garde à vous, peut-être. Aurélie, comment ça va bien, Aurélie Ravo? Ça va Aurélie? Bien, merci, oui. Voilà. Alors regardez là, elle sourit pour l'instant. On sait qu'à un moment donné, elle va pleurer pendant les... Non, je rigole. Aurélie Ravo, elle est assistante sociale à la IST 87. Elle va nous dire tout à l'heure un petit peu ce qu'elle fait exactement. Elle a un rôle extrêmement important, forcément, puisqu'elle est au contact des personnes. À côté d'elle, le docteur, et alors là, je m'en rappelle, Queneuil. Jean-Philippe Queneuil, comment ça va Jean-Philippe? Bonjour. Bon, moi, ça sera Jean-Philippe, ça ne sera pas docteur, mais des fois, ça sera docteur quand même pour repositionner la fonction, parce que c'est une fonction extrêmement importante dans le sujet dont on va parler. Vous allez voir, Jean-Philippe Queneuil a fait des débuts remarqués derrière la caméra, vous allez le voir dans quelques minutes. Et puis, on termine le tour de table avec Luc Roumazeille. Comment ça va Luc? Très bien, Bruno. Luc, consultant, vous allez nous dire en quoi, et puis vous êtes plutôt là au titre de président de France Alzheimer Corrèze, et on va voir pourquoi vous êtes là. Alors, je commence à entendre du bruit, j'en suis désolé, j'espère que ça va s'arrêter. C'est ma voisine qui vient d'aménager, donc elle aménage, et bien sûr, de temps en temps, elle perce des trous. Écoutez, c'est les aléas du direct. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle ne va pas percer trop longtemps. Bonsoir Rizlan, pareil, des questions quand vous le souhaitez sur ce sujet d'importance. Allez, on va commencer. Ah oui, j'ai oublié de remercier, vous allez le voir pendant l'émission, il va y avoir 2 témoignages. Ce sont 2 témoignages de Centre de ressources des pathologies chroniques, la Marguerite. C'est vrai que je les ai mobilisés, je les remercie énormément de s'être mobilisés pour pouvoir apporter du contenu à cette émission. Et j'en profite aussi pour remercier, malheureusement elle n'est pas là, Magali Landon du conseil départemental de la Corrèze, que j'aurais bien aimé avoir là, mais là c'était un peu court. Allez, on va commencer et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de voir Jean-Philippe Queneuil dans ses œuvres, tout simplement. On appelle ça des œuvres. C'est quelque chose qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps que ça et qui va poser un peu les bases de ce qu'est un salarié aidant. Allez, c'est parti. Un salarié aidant, c'est avant tout un salarié qui travaille comme tout autre salarié. La différence, c'est quand il va rentrer chez lui, il va avoir besoin de s'occuper éventuellement de sa femme, de son fils qui a un souci de santé et qui va lui prendre beaucoup de temps en rentrant chez lui en plus de son travail habituel. Les salariés aidants font remonter 3 points principaux. Le manque de temps pour réaliser des activités sportives, prendre soin d'eux,
Des difficultés sur leur santé avec une fatigue psychique et ou physique. Et enfin des difficultés à obtenir les informations sur les différentes aides dont ils pourraient bénéficier dans leur situation. L'AIST 87 est un service de prévention et de santé au travail. À ce titre, elle dispose de l'ensemble des professionnels et des compétences pour orienter et accompagner les salariés dans leur rôle d'aidant. L'AIST 87 peut intervenir à plusieurs niveaux. Au niveau de la santé du salarié, puisqu'on a vu que le salarié aidant peut être impacté sur sa santé. Et comme interlocuteur privilégié entre le salarié aidant et son entreprise. Pour accompagner les salariés aidants, l'AIST 87 dispose d'une équipe pluridisciplinaire. Le médecin du travail va pouvoir s'occuper de la santé du salarié et, s'il le souhaite, l'orienter vers un autre professionnel. Nous avons par exemple une assistante sociale qui va pouvoir s'occuper de l'orienter dans ses démarches et l'accompagner le long du processus. Nous avons également une psychologue du travail qui peut intervenir en cas de besoin. Les entreprises ont un rôle primordial à jouer dans les situations des salariés aidants. L'AIST 87 peut informer, sensibiliser les entreprises sur cette problématique. L'AIST 87 peut également les accompagner dans la mise en place des différentes mesures d'aide concrète sur le terrain pour faciliter le maintien en emploi de ces salariés. À l'occasion de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre, l'AIST 87 organise des portes ouvertes pour accueillir toute personne qui serait intéressée par rapport à cette thématique, que ce soit salarié ou entreprise. Voilà, hein, reconnaissez quand même, j'aimerais bien avoir des commentaires sur la vidéo, reconnaissez quand même que le docteur Queneuil, on le sent, il a un don, il a quelque chose. Il y en a, c'est un autre don. Lui, il est fait pour passer derrière la caméra. Docteur, juste pour reprendre, ça c'est une vidéo qui a été faite pour présenter un petit peu l'action de l'AIST 87 auprès des salariés aidants et des entreprises. On le voit aussi là. Il y a une journée porte ouverte, on reviendra dessus. C'est ça donc un salarié aidant, c'est quelqu'un qui travaille. Et qui a quelqu'un dont il faut s'occuper en rentrant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, au niveau de la médecine du travail, on s'occupe des salariés principalement. Et pour nous, effectivement, un salarié aidant, c'est avant tout un salarié qui va avoir les mêmes contraintes que tout salarié au niveau de son travail, avec les mêmes obligations, les mêmes risques, les mêmes expositions. Mais en plus, il va avoir nécessité de s'occuper d'une personne à domicile, d'un proche. Donc ça va rajouter des difficultés en termes de temps, ça va rajouter des difficultés pour arriver à jongler entre la vie professionnelle, s'occuper de l'aidant et puis sa vie personnelle aussi. Donc nous, on va toucher ces personnes au niveau de la médecine du travail puisqu'on suit les salariés. Alors on verra justement de quelle façon, on verra avec vous, on verra avec Aurélie. Luc, vous êtes là, vous êtes président de France Alzheimer Corrèze. Alors, je vous ai demandé de venir parce qu'on va parler d'une initiative qui a été portée par France Alzheimer Corrèze et coportée, accompagnée par d'autres instances. On est d'accord. Alors, vous dites pas salarié aidant, vous dites aidant en activité professionnelle parce qu'il n'y a pas que des salariés qui travaillent. Il y a aussi, alors ça peut y avoir des agents de la fonction publique ou des collectivités territoriales, mais on peut avoir des auto-entrepreneurs. Des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise. Et effectivement, un certain nombre d'ailleurs se sont exprimés sur ce sujet. Ils peuvent être aussi aidants. Donc nous, on utilise plutôt le terme aidant en activité professionnelle. Voilà, les deux vont bien. C'est vrai que c'est un peu plus large, puisqu'il n'y a pas que les salariés qui peuvent être aidants. Vous partagez là la définition Complètement, hein. Je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, mais effectivement, un aidant en activité professionnelle, c'est quelqu'un qui doit conjuguer à la fois sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et on sait déjà que ça, c'est déjà parfois assez complexe. Et on y rajoute en plus l'accompagnement d'un proche en perte d'autonomie du fait de la maladie, du fait de l'âge ou du fait d'un handicap. Et on sait, comme l'a dit le docteur, les conséquences à la fois psychiques, sociales, sur le salarié, mais aussi sur l'entreprise. Ouais. Hein? Alors on le sait,
Pas tant que ça. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette émission parce que, alors je vous le dis, hein, n'hésitez pas à poser des questions ou à témoigner si vous êtes dans cette situation ou si vous en connaissez. Pas tant que ça parce que effectivement peut-être que derrière le fait de se dire on s'occupe de quelqu'un en rentrant à la maison, je veux dire on ferme les yeux, on voit à peu près tout ce que ça peut représenter. Mais pas du tout. C'est pas que ça. C'est effectivement, le docteur le disait, les loisirs, le repos, c'est quand on a quelque chose à faire et qu'on est seul à s'occuper, qui prend le relais, etc. etc. On l'a aussi dans des champs comme le handicap. Quand on a un enfant handicapé qui est à l'école et ça se passe mal, il faut le récupérer. Comment on fait? C'est tout ça en fait. Et effectivement, l'impact que ça peut avoir sur la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on va rentrer petit à petit dans le détail. Alors, on va déjà lancer un premier spot de Limoges Métropole. Et puis après, je vous proposerai de voir un premier témoignage justement de quelqu'un qui a été salarié aidant. C'est parti pour le... Voilà, donc on est revenu tous à l'antenne. Maintenant, je vous le disais, je vous propose d'écouter le témoignage de Guy Gabriel. Guy Gabriel, qui fait partie de la Marguerite et d'autres associations, qui est aidant et qui a été aidant et qui va nous évoquer un petit peu les problèmes qu'il a pu rencontrer ou qu'il peut rencontrer. Alors, je le dis tout de suite parce que j'ai laissé la vidéo dans son jus. Je trouve ça super sympa déjà d'avoir fait une vidéo et de la faire parvenir. Vous allez vite comprendre. Alors, il manque juste un tout petit peu de son, mais bon, tendez bien l'oreille, vous allez voir, sinon on le répétera. Et vous allez voir que finalement, ça n'a pas été facile. Guy, je pense fort à toi, puisque si j'ai bien compris, il a fallu la 8e prise pour faire cette vidéo. Guy, 8e. Quelque temps après la naissance de notre fils, nous avons dû le faire hospitaliser en urgence. C'est là que nous avons informé dans un couloir qu'il était atteint d'une maladie rare, hémophilie mineure. Surprise et étonnement de notre part en méconnaissance de cette pathologie. Peu de réponses à nos questions du corps médical. Mais après quelques hospitalisations au CHU, il s'est avéré que son hémophilie était majeure et sévère. Nous avons eu des recommandations à la suite de ces révélations, qu'il ne fallait pas qu'il se cogne, que quand il allait commencer à marcher, éviter les chutes, c'est-à-dire une surveillance de tous les instants, sauf quand il dormait. Impact sur la vie professionnelle, nous travaillons tous les deux. Comment faire? Personne ne veut garder notre fils. Trop de risques, famille ou autre. Vers qui se tourner pour nous aider? Nous avons dû prendre une décision qui était que ma femme s'est arrêtée de travailler pendant 5 ans. Arrêt carrière, ressources financières diminuées. Nous avons appris 3 ans après que nous pouvions faire des demandes quand nous rencontrions ce genre de situation, mais déjà 2 ans de passé. Nous avons également appris qu'il existait une association, mais qui ne pouvait pas aider dans tous les domaines. Nous avions déjà une fille de 6 ans avec laquelle nous étions moins attentifs. Une partie de notre attention était reportée sur notre fils. Les réunions et les sorties avec nos amis se sont raréfiées. Nous étions parfois obligés d'annuler ou lors d'une sortie de revenir au CHU en urgence. Pour l'école, comme pour le reste, parcours du combattant. Malgré, il faut le dire, l'accompagnement du milieu médical pour rencontrer directeurs et instituteurs. Le problème d'être aidant et de se reconnaître aidant est un parcours qui n'est pas évident. Pendant 10 ans, j'ai été président du comité AFH Limousin et ce sujet était pour ainsi dire peu ou pas abordé. C'est pour ça que quand Raymond Boulessé m'a parlé de son projet associatif, La Marguerite, avec un projet sur les aidants, je lui ai dit je vous rejoins. Clap. Voilà, voilà, merci beaucoup Guy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Guy, il ne faut pas croire, Guy, c'est pas quelqu'un qui chouine, comme on dit. C'est pas quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui agit, puisqu'il est investi au niveau associatif. Docteur Queneuil, on entend bien les difficultés là. Alors, je ne sais pas si vous avez bien tout entendu, il n'y a pas de retour ici, on n'a pas encore des studios à la TF1, mais quand on met bout à bout tout ce qu'il dit, effectivement, on se dit, mais comment il peut travailler? Oui, tout à fait. Alors, c'est souvent des difficultés que on nous exprime quand on voit des gens dans cette situation en visite, avec une montagne de choses qui s'accumulent, où ils essaient de tenir. Alors, des fois, ils en parlent, des fois, ils n'en parlent pas. Ça peut arriver qu'on voit des gens qui s'expriment pour la première fois là-dessus. Et au bout d'un moment, effectivement, soit physiquement, soit psychologiquement, ça peut craquer pour la personne qui est aidant.
Et le but, c'est justement d'arriver à l'accompagner, à l'orienter vers différentes structures avant qu'on arrive au bout. Alors on va voir justement sur les aides, mais je vais redonner la parole à Luc. J'ai vu effectivement que vous étiez particulièrement attentif hein, au témoignage de Guy. Qu'est-ce qui vous interpelle? Sur un point, en tout cas, Allez-y, sur allez-y. lequel je voudrais appuyer, et l'importance au niveau des femmes, puisque dans 60% des cas, hein, lorsque un couple est amené effectivement à interrompre, à réduire le temps de travail ou même à interrompre définitivement le travail, dans 60-65% des cas, c'est la femme qui effectivement le fait, avec les conséquences que ça peut avoir sur son déroulement de carrière et sur la retraite aussi. C'est important. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est quelqu'un qui sonne chez moi, mais je n'irai pas décrocher parce que je suis en train de travailler. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est de l'écho dans mon salon, c'est comme ça. On est d'accord aussi que forcément, ça a un impact financier. Elle ne comprend pas, mais je ne me lèverai pas. Ça a forcément un impact financier. Oui, obligatoirement, puisque les gens sont obligés de se débrouiller, de pallier, d'arrêter leur emploi, et plus tous les soins qu'il faut prendre en charge, enfin, s'occuper de tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, financièrement, ça devient compliqué aussi. Ouais. Donc on essaie effectivement, c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur l'assistante sociale pour arriver à aider les gens à ce niveau-là, puisque avec ses compétences, on va pouvoir les orienter sur différentes aides qui peuvent les aider sur cette thématique, puisqu'effectivement, à un moment donné, on se retrouve à la fois sur le problème financier, médical. D'accord. Voilà. Alors, concrètement, justement, quel est le rôle de l'AIST auprès des personnes que vous identifiez comme ça ou qui viennent se confier à vous? D'ailleurs, je ne sais pas trop quel est le cheminement en fait. Ils viennent en visite médicale, c'est eux qui signalent ou c'est vous qui voyez qu'il y a quelque chose à travailler? Quel est le rôle exactement de l'AIST là-dedans? Alors, en fait, effectivement, c'est un peu tout ça. Il y a plusieurs canaux. Dans la mesure, Ouais. l'AIST 87, c'est un service de santé et de prévention au travail. Donc, dans le cadre du suivi des salariés, le médecin ou les infirmiers rencontrent les salariés. Donc ça, c'est un premier canal où les gens vont venir en visite et peuvent s'exprimer sur cette problématique. Ils peuvent aussi venir de leur propre chef, et c'est là où c'est intéressant d'en parler, c'est qu'ils peuvent venir pour cette problématique-là spécifiquement, prendre rendez-vous. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir échanger avec le médecin déjà sur leurs propres difficultés médicales et on va pouvoir les orienter là-dessus. Ensuite, on va pouvoir aussi, au niveau du service santé au travail, faire l'intermédiaire avec l'entreprise, puisque, comme on disait tout à l'heure, les entreprises ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Et le médecin du travail reste l'interlocuteur privilégié, on va dire, avec les entreprises qu'il connaît, les employeurs. Et si le salarié est d'accord, on peut à un moment donné aller faire le relais pour échanger sur des aménagements d'horaires, sur des choses qui peuvent être entamées au niveau de l'entreprise. Ensuite, au niveau du service, on a une action pluridisciplinaire, et c'est là où c'est intéressant, on va pouvoir intervenir avec différentes compétences qui vont pouvoir être mobilisées pour pouvoir aider ces personnes. Pluridisciplinaire, quelles compétences, quelle discipline? Alors, comme je disais, donc on a médecin infirmier, et après, au niveau des disciplines, on a une assistante sociale, Aurélie Raveau, qui va pouvoir intervenir sur un champ assez large, qui va pouvoir nous expliquer. On a aussi une psychologue du travail qui peut être mobilisée dans certaines conditions pour aider ses salariés. Et puis après, en fonction des besoins, on a éventuellement d'autres personnes comme des ergonomes qui peuvent venir pour si l'employeur souhaite aménager des choses, etc. Et on a des techniciennes qui peuvent intervenir sur un aspect un peu plus collectif, c'est-à-dire que au niveau des entreprises, on est en mesure de faire des interventions collectives sur cette thématique avec nos techniciennes pour sensibiliser les employeurs ou les salariés à cette thématique pour pouvoir avancer un petit peu sur le sujet de manière collective également. Les entreprises, elles sont réceptives foncièrement aujourd'hui à cette thématique ou alors ça reste quelque chose qui est éloigné de leur réalité? Alors je pense qu'elles sont quand même relativement réceptives à ça. Il y a sûrement un manque d'information encore et il faut développer les choses. Mais ce qui est important, c'est que vraiment elles ont leur rôle à jouer en tout cas sur cette problématique pour pouvoir accompagner les salariés et les aider au cours de leur carrière sur cette période qui peut être difficile, quoi. Bon, alors on reviendra plus en détail avec Luc sur cet aspect entreprise. Pour l'instant,
On va lancer le spot pour la chambre de métier, puis après, je vous le dis, je vous l'annonce. Bon, j'espère qu'on viendra plus sonner, mais enfin, bon, on ne sait jamais. C'est peut-être un recommandé. Écoutez, je ne sais pas. Après, je vous le dis, restez bien derrière votre écran. Après, c'est Aurélie. Aurélie Raveau. Alors, ne quittez pas, restez là. Comment ça va bien, Aurélie? Ça va toujours. Ça va toujours, ça va bien. Aurélie Raveau, assistante sociale à la IST 87. Alors, de façon générale, qu'est-ce que fait une assistante sociale à la IST? D'ailleurs, ça veut dire quoi, IST 87? C'est Association interprofessionnelle de santé au travail. D'accord. Et qu'est-ce que c'est ton travail en général? On va ensuite parler un peu plus des salariés aidants ou des aidants actifs. Qu'est-ce que c'est le boulot d'une assistante sociale à la médecine du travail, on dit, hein? Alors j'interviens à plusieurs niveaux. D'abord, j'interviens au sein de notre dispositif de maintien en emploi. Donc c'est un dispositif qui permet d'accompagner les salariés qui sont en rupture médico-professionnelle ou en risque d'inaptitude. Donc des salariés qui nous ont été signalés par les médecins du travail. Donc on est une équipe là aussi pluridisciplinaire qui essaie d'accompagner au mieux le salarié dans tous les domaines qui pourraient freiner un petit peu son maintien en emploi. Donc on a un médecin du travail qui va vérifier la cohérence des discours médicaux. On a un ergonome qui peut aller voir dans l'entreprise s'il y a des aménagements de poste possibles. Ouais. On a une technicienne aussi qui peut faire une étude des tâches de travail. On a une infirmière et puis pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est problématique sociale et puis accès aux droits voilà, pour que la personne puisse déjà avoir la tête un petit peu plus dans son maintien en emploi et un petit peu moins dans ses problèmes sociaux. C'est bien dit. C'est exactement Hein? ça. Et le point important, c'est vrai que c'est vraiment lever les freins. Et Ouais. c'est là-dessus où on a essayé d'avancer en équipe. Et pour les salariés aidants, ce sera un peu le même principe finalement, Bien c'est sûr. d'accompagner pour lever les freins d'une manière un peu différente, mais l'idée, elle est là. Et Alors, c'est intéressant parce que, pour vous, je sais pas, mais moi, j'en suis encore, et pourtant je connais bien la IST, etc., j'en suis encore à la représentation. Il y a une visite, vous savez, la visite annuelle. Je passe la visite, on me dit que ça va à peu près, parce que tu sais, plus le temps passe, moins ça va, mais ça va à peu près, puis je rentre chez moi, j'ai mon papier, je rentre chez moi. Ça va bien au-delà, hein. L'AIST et les autres structures qui ne portent pas le même nom, mais vont bien au-delà de ça. La preuve, il y a effectivement le contact avec le personnel médical, et au travers de ça, ensuite, il y a possibilité d'intervention sur plein de domaines. Et tu l'as parfaitement dit, hein. Enfin, alors là, j'avoue que je suis estourbi, c'est le mot, je suis estourbi. Par contre, ok, ça on a compris, c'est encore plus vrai, hein, j'allais dire, cet accompagnement sur des personnes qui viennent à la IST et qui font état effectivement d'une situation d'aidant pour lesquels, on l'a vu tout à l'heure avec le docteur, on l'a vu avec lui, il y a un certain nombre de problèmes qui se démultiplient, qui s'amoncellent, et là donc tu es là. C'est quoi la porte d'entrée pour toi quand tu rencontres ces gens, quand tu vas voir ces gens, quand ils viennent te voir? C'est quoi? La principale porte d'entrée, c'est le médecin du travail. Donc souvent, c'est suite à une visite médicale que les médecins repèrent ces problèmes-là et peuvent m'orienter les salariés. Donc toi, tu prends contact avec les salariés. Voilà. En général, l'accueil, il est bon ou il est craintif Moi, j'avais dit au docteur Queneuil, j'avais eu des contacts, et c'est dans une autre région, hein, donc bien évidemment, ils font les choses bien moins bien que chez nous, hein, c'est évident. Et j'avais eu un petit problème de santé, et je sais pas, à un moment donné, je me sentais pas à l'aise, tu vois, avec la médecine du travail, parce que je me disais, dans quelle mesure il va pas aller raconter des trucs à l'employeur ou quoi. Tu vois, ils n'ont pas cette crainte, les salariés aidants? J'ai pas l'impression. Ouais. Déjà, si le médecin du travail, s'il voit qu'il y a un problème à ce niveau-là, donc peut proposer à ce que je contacte le Ouais. salarié.
Ça se fait Donc, que sur accord de la personne, de exactement. toute façon. Hein. Après, si le salarié n'a pas envie, je ne le contacte pas. Et puis bon, après, j'essaie de mettre à l'aise. Oui, mais je ne doute pas. Alors, qu'est-ce que, même s'il n'y a pas de réalité, j'allais dire, c'est un peu comme le handicap, c'est situationnel. Quelles sont les principales difficultés que toi tu notes et sur lesquelles les gens butent ou alors manquent de recul ou ils n'y arrivent pas? Alors, c'est en général, on va faire des varié, généralités, mais on est bien d'accord que chaque situation est particulière. Ça peut être effectivement sur le manque de temps. Le manque de temps, ouais. Voilà, le salarié doit concilier vie professionnelle, vie personnelle. Son proche peut-être commence à avoir sa situation de santé se dégrader, va avoir besoin de plus de temps. Ouais. Et là, ça va être difficile de pouvoir apporter plus de temps à son proche en gardant le même temps de travail. Donc ça peut être une des problématiques où on va essayer d'apporter des solutions pour peut-être pouvoir réduire son activité professionnelle sans y perdre trop au niveau parce financier. que se pose la problématique financière. En général, là aussi, on va faire une généralité, ça n'est pas forcément une, mais on est plutôt sur quoi? On est plutôt sur des situations d'enfants à accompagner, plutôt sur les parents ou le conjoint? C'est très varié. D'accord. J'ai eu des personnes qui étaient en difficulté avec leurs enfants. J'ai eu des salariés aussi où c'est leurs parents qui commençaient à perdre de l'autonomie et puis également des conjoints. Donc c'est vraiment très très varié. Et bien sûr, d'une situation à l'autre, on ne va pas solliciter les mêmes organismes, on ne va pas solliciter les mêmes prestations. C'est très difficile de modéliser. Hein, Alors, il y a Rislan qui nous dit les aidants ont besoin également des moments de répit. C'est vrai qu'on le dit, on l'a souligné, il y a l'épuisement physique et aussi psychologique. Hein, ça, c'est extrêmement important. Elle dit les aidants ont également besoin de répit et sur le département, donc je sais qu'elle parle de la Haute-Vienne, nous n'avons que 2 plateformes portées par 2 associations pour couvrir l'ensemble du territoire, ce qui reste très insuffisant. Toi, je sais que ton boulot, c'est aussi un boulot de mise en réseau. Hein, tu travailles en réseau, forcément, ce n'est pas toi qui vas prendre les gens chez toi le soir pour que ça aille mieux, mais tu es d'accord avec ça sur cette notion de répit? Est-ce que tu as la sensation que chez nous, en Haute-Vienne, on manque, et après je vais me tourner vers vous, parce que est-ce que c'est une réalité pour toi? Oui, tout à fait. Hein. Déjà, d'une manière générale, comment dire, on pourrait proposer de l'accueil de jour, des hébergements temporaires, et d'une manière générale, c'est très difficile d'avoir une place. Oui. Donc, que ce soit pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Donc, et quand c'est temporaire, c'est encore plus difficile. Oui. Mais il n'existe pas des solutions plus souples que les accueils des gens qui viennent à la maison, non? Des solutions plus souples, après, il peut y avoir la mise en place d'aide humaine à domicile, ce genre de choses-là. Alors, je t'ai posé la question, c'est pas pour te mettre en difficulté, mais je vais me tourner vers Luc, en fait. Attendez, Luc, il est là, voilà. Luc, on s'est rencontrés, Luc, parce que j'avais eu la chance, et j'en remercie le conseil départemental de la Corrèze, de m'avoir demandé d'animer des rencontres autour des aidants. Et en fait, on avait fait 4 lieux. Hein. Alors, la Corrèze, je le connais mieux, je connais mieux la Corrèze puisque j'étais là-dedans. Ils ont un maillage territorial qui est tout à fait remarquable. Un maillage de proximité pour les aidants. Et pourtant, moi j'étais surpris par le peu de personnes qui étaient là et par finalement la méconnaissance et le manque d'utilisation de ces outils. Enfin, c'est pas à manquer de respect, ce sont des outils au service de... J'étais assez surpris. Luc, est-ce que vous partagez un peu ma surprise ou pas? Parce qu'on a souvent tendance à dire on manque de solutions et en fait, bien souvent, les dispositifs qui existent, alors est-ce qu'ils sont inadaptés, etc., sont parfois un peu sous-utilisés, j'ai l'impression.
Alors, ils sont sous-utilisés, ça c'est certain. Ça manque de coordination peut-être entre les différents acteurs qui peuvent proposer effectivement des solutions, si bien que souvent l'aidant, lorsque les choses lui arrivent, il ne sait pas où s'adresser, même s'il y a des efforts de fait au niveau du conseil départemental notamment. Tu évoques l'outil qui a été mis en place pour faciliter effectivement la lecture des solutions possibles, mais effectivement c'est encore complexe. Et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit juste précédemment, et heureusement qu'il y a la médecine du travail, on va l'appeler comme cela, parce que pour un salarié, c'est pas forcément évident de dire qu'il est salarié et qu'il est aidant, d'abord parce que c'est son domaine privé, il n'a pas forcément envie d'en parler, et puis parce qu'il ne veut pas apparaître non plus comme une personne à problème. Dans l'enquête que nous avons menée sur l'ensemble de la Corrèze, ça remonte quand même d'une manière assez sensible. Et d'autre part, les employeurs, eux, n'ont pas forcément la connaissance du statut d'aidant de l'un de leurs salariés s'ils ne se déclarent pas. Donc, d'où la complexité bien que finalement cette problématique des aidants impacte lourdement les entreprises. On aura peut-être l'occasion de le dire, mais ça impacte fortement et en même temps, ils n'ont pas forcément ce rapport c'est clair. à ça. C'est clair. Alors, ça fait partie de ces choses qu'ils ont du mal à mesurer, à quantifier. Et alors, c'est pour ça que des initiatives... Il n'y a pas de corrélation entre le statut et par exemple l'absentéisme du salarié. Aujourd'hui, un quart des arrêts de courte durée, c'est un problème d'aidant. C'est important à dire. Il faut des gens comme vous pour le dire, parce qu'en fait, les petites et moyennes entreprises, elles ne sont pas là-dedans. La personne, elle est là ou elle n'est pas là. On n'est pas là à calculer le taux de rentabilité. Oui, c'est compliqué. Alors, on a une remarque. Maxime, je ne sais pas si vous le connaissez peut-être ou pas, Maxime Duval, c'est bien de nous dire qui vous êtes. Voilà. Maxime, il nous dit... Je suis d'accord, mais il nous dit, avec l'augmentation du nombre de personnes âgées et l'exode des jeunes vers les départements plus attractifs, est-ce que des postes d'AS et de médecins... Alors, je vous lis ce qui a marqué. Est-ce que des postes d'AS et de médecins, entre parenthèses, enthousiastes et motivés comme les invités, donc ça c'est vous, écoutez, mais oui, bien sûr, il y a des médecins enthousiastes, vont être recrutés? On ne peut pas répondre à ça. Bien évidemment, je pense, Luc nous le dira, mais mathématiquement, on ne peut pas gommer le questionnement. On ne peut pas. On peut peut-être dire que le maintien à domicile dans son ensemble est sous-doté aujourd'hui, mais sans doute parce qu'on n'en a pas pris la pleine mesure, mais je pense qu'on ne va pas tarder à prendre la pleine mesure de ça. Avec le vieillissement de la population en Corrèze, 34% des personnes plus de 60 ans, alors que le niveau national est à 24%, on voit bien qu'il y a un vieillissement de la population qui entraîne mathématiquement une perte d'autonomie plus importante, notamment pour les personnes âgées ou pour les personnes malades. Donc on sait qu'on est face à un problème extrêmement important à venir. Voilà. Aurélie, je reviendrai, Luc, je reviendrai. Aurélie, c'est pas fini. Aurélie, t'as vu? Enthousiaste. C'est beau. Attention, demande en mariage après l'émission. Alors, Aurélie, on l'a vu, tu as une action auprès des particuliers, des actifs aidants, mais tu as aussi, tu participes à des actions collectives? Oui, alors en fait, avec une technicienne HSE, on propose hygiène, sécurité, environnement. Parce que là, moi, j'étais perdu. Si je suis un garçon, puis un garçon pas bien malin, donc HSE, hygiène, sécurité, environnement. D'accord. Donc, et une assistante santé-travail, d'ailleurs, il ne faut pas que je l'oublie. Voilà. On propose un atelier de sensibilisation qui a lieu chaque semestre donc à l'AIST 87, qui peut se faire aussi en distanciel, à destination des entreprises, donc employeurs, RH, managers, certaines infirmières aussi, des grandes entreprises participent. Donc on va essayer de sensibiliser sur ce sujet. Donc déjà, on va commencer par définir ce qu'est un aidant et un salarié aidant. Quelles sont ses difficultés, ses besoins. On va aussi donner quelques astuces pour pouvoir repérer les salariés aidants en entreprise.
pour pouvoir ouvrir le dialogue. Par exemple? Par exemple, par exemple, on va essayer de repérer s'il commence à y avoir un petit peu d'absentéisme, un Ouais. petit peu de retard répété, peut-être un peu de fatigue, démotivation, de fatigue, ouais, etc. ouais. D'isolement. D'isolement. Exactement. Et puis voilà, proposer à l'entreprise d'ouvrir le dialogue pour voir s'il y a des choses que l'entreprise pourrait proposer. Donc on va également parler des dispositifs qui existent pour les aider et du coup pour les aidants aussi d'une manière générale. D'accord. Et des dispositifs qui existent quand on est salarié et aidant, donc comme les congés par exemple de solidarité familiale, de présence parentale, les congés de proches aidants, qui peuvent être mis en place dans l'entreprise et qui sont quand même peu connus. Très bien. Vous voyez, ça sert cette émission en fait, hein. Une petite émission dans le salon, mais il faut bien qu'on véhicule des messages comme ça. Et puis il y a cette journée du 6 octobre, hein, je le rappelle, journée porte ouverte à l'AIST 87, où là on va pouvoir, parce que là il va y avoir des milliers de gens, hein, Aurélie, là. Oui. Aurélie et Jean-Philippe, moi je serai vous, je serai absent le 6 octobre, hein. Non, parce que vous ne pourrez pas répondre à toutes les demandes, c'est pas possible. Voilà, le 6 octobre, n'hésitez pas, que vous soyez d'ailleurs, on est bien d'accord, aidant, enfin actif ou employeur ou RH. Hein. Et si vous êtes RH en formation, puisque je sais qu'à Limoges on forme plein de RH, profitez-en, hein, ça doit faire partie de votre culture, c'est un peu comme le handicap, plus on se sensibilise tôt, plus on est à même d'avoir un impact positif. Rizlan, elle nous dit, elle a raison Rizlan, elle nous dit, les aidants peuvent aussi culpabiliser à l'idée de demander de l'aide et donc solliciter ces dispositifs. Tout à fait. Oui, Rizlan, c'est vrai. Alors Luc, il est d'accord. Alors on va passer un petit spot et puis on va arriver à Luc. Oui, mais d'un autre côté, il faut bien à un moment donné des personnes comme Jean-Philippe, comme Aurélie, comme peut-être un collègue de travail, sur laquelle à un moment donné on va ouvrir un peu la porte parce que sinon on ne peut pas tout deviner non plus. Et chaque fois où la difficulté n'est pas déclarée, eh ben, c'est un pas de plus justement dans la difficulté. On verra avec Luc tout ce qui a été mis en place là sur la Corrèze et qui peut participer, sans doute d'ailleurs, à cette déculpabilisation. Alors on va faire le spot de la CCI 87 et puis après on va voir, vous allez voir. Voilà, alors vous voyez Luc qui est là, voilà, en forme, hein, Luc, pas de souci, toujours en forme, hein. Il est venu de Brive, hein, ça rigole pas. Avant Luc, je vais vous passer un petit témoignage, toujours de la Marguerite, Nicolas Viande, que je salue, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais je vais bientôt le rencontrer. Je le remercie doublement. Il m'avait fait une première vidéo, elle était trop longue. Alors je lui ai dit non. Est-ce que vous pouvez en faire une plus courte? Alors il m'en a fait une plus courte qu'il a envoyée hier. Merci, merci, merci. Pourquoi ce témoignage? Eh bien, c'est pour dire que Luc va témoigner hein, de l'action que porte France Alzheimer Corrèze, mais il me le disait en arrivant, ils sont en contact avec Limoges, sans doute avec d'autres structures ailleurs, et puis cette idée là de faire des choses pour les actifs aidants est en train de gagner du terrain. Allez, c'est parti. Un aidant n'est pas nécessairement une personne qui a 65 ans et dont un proche ou un parent est atteint d'une maladie neurodégénérative. Non. Bon nombre d'entre eux sont des personnes actives. Quand on regarde les chiffres qui nous sont annoncés pour 2030, à savoir 25% des actifs qui seront aidants, je pense qu'on va au-devant d'un problème économique majeur. Il n'est pas rare en plus de constater aujourd'hui que le cœur de métier d'une entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit même un peu plus grosse, repose sur une seule personne. Donc que va-t-il arriver en fait si cette personne-là tombe malade ou qu'elle a un proche qui est dans la difficulté? Donc à la Marguerite, nous travaillons sur cette problématique, nous allons au-devant de ces problèmes-là en essayant de former les managers et les RH
déjà une ouverture vers leurs salariés, essayer de casser l'espèce de chape de plomb du dialogue entre salariés et dirigeants managers pour ouvrir sur le sujet de l'aidance. On va essayer de mettre en place des boîtes à outils pour les managers et les RH pour qu'ils puissent certes ouvrir la discussion, mais aussi avoir des réponses aux problématiques qu'ils pourront rencontrer. On fera exactement la même démarche avec les dirigeants d'entreprise, puisque au même titre que les salariés, eux aussi seront touchés par cette problématique-là. Voilà, hop, je suis un peu en retard sur les manipulations. Luc, rien de bien neuf. Non, Enfin, là, rien de bien neuf. on est au cœur Voilà. des choses, hein. Mais il faut savoir que les entreprises, aujourd'hui, je vous ai dit que c'était un petit peu complexe pour eux de s'approprier un petit peu ce sujet parce qu'il n'y avait pas corrélation entre les statuts d'aidant et les conséquences que ça peut avoir sur l'entreprise. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les branches professionnelles sont tenues de négocier aujourd'hui sur ce sujet-là, que les entreprises, dans le cadre des actions égalité homme-femme, qualité de vie au travail, doivent intégrer cette problématique. Donc les entreprises vont de plus en plus effectivement prendre conscience de cela, en dehors de ce qui a été évoqué, c'est-à-dire les aspects économiques. Un arrêt sur 4 est un problème d'aidant, donc avec les conséquences que ça peut avoir. Dans notre enquête que nous avons menée, on y reviendra peut-être. Allez-y, vous pouvez en parler. Enfin, on y viendra sur la question d'après. On s'aperçoit que 35% des aidants disent qu'ils ont du mal à se concentrer au travail ou à s'impliquer dans le travail. S'ils travaillent sur un poste de sécurité, avec les conséquences que effectivement cela peut avoir. Donc il y a effectivement, et puis les entreprises aujourd'hui, on le voit bien, ont du mal à recruter. Hein. C'est vrai. Donc les problèmes d'attractivité sont là. Une entreprise qui se soucie de ses salariés, qui prend soin effectivement, et notamment de ses aidants salariés, a plus de chances effectivement d'être attractive et de recruter. Donc il y a à la fois des enjeux économiques, des enjeux sociaux. Tout à l'heure j'évoquais le fait que les femmes qui travaillent sont plus touchées par cette problématique-là. Et puis lorsqu'on passe un accord en entreprise sur les aidants, on trouve en général un relatif consensus qui permet d'aborder effectivement d'autres sujets. Donc ça a été évoqué dans le témoignage là, l'important c'est de sensibiliser effectivement les entreprises à cette problématique, et c'est pour ça qu'en Corrèze, nous y avons réfléchi. Donc France Alzheimer Corrèze s'est associé avec l'ADAPI, hein, par rapport à nos complémentarités sur le sujet, hein, ils s'occupent du handicap, s'occuper un peu de l'âge et de la maladie. Et donc on a décidé, c'était l'année dernière, de travailler, de monter un dispositif pour les entreprises et pour les salariés. Faciliter le quotidien des salariés, mais aussi améliorer la performance des entreprises. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Et je pense que la force du dispositif, c'est d'avoir rassemblé tous les acteurs aujourd'hui concernés sur le département. C'est une première en France, hein, à la fois toutes les organisations professionnelles, MEDEF, CPME, mais aussi toutes les organisations syndicales, la médecine de travail de la Corrèze, l'ARACT, et enfin toutes les structures. Tout le monde est dans la boucle là. Tout le monde, tout ce qui est possible est venu dans la boucle pour constituer le dispositif. Je voudrais qu'on passe un peu de temps quand même là-dessus, parce que ça a l'air de rien. Une fois on dit c'est fait, c'est en route. J'imagine que ça ne se fait pas tout seul. Non. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a quelque chose quand même qui rajoute à la difficulté quand je vous écoute, hein, les uns les autres, qui êtes au plus près des personnes et des entreprises, c'est que on est sur quelque chose de très intime. C'est aussi ça qui fait la difficulté de l'appréhender en entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans la vie de la personne, on n'est pas dans la vie du salarié au sens de la conception que l'on avait avant du salarié, à savoir que la connaissance qu'on avait du salarié, c'était quand il passait la porte pour embaucher, et puis elle s'arrêtait quand il sortait le soir ou quand elle sortait le soir. Là, on est sur quelque chose, effectivement, qui est beaucoup plus intime, et donc à la fois, j'imagine, le contact avec les personnes est plus difficile, et puis la thématique en elle-même est compliquée. Pendant que je vous écoutais,
il me semblait que finalement cette thématique de l'aidant, elle peut porter aujourd'hui parce qu'elle arrive aussi dans une période où on est de plus en plus attaché, suite à la Covid, etc., à la situation de l'individu dans l'entreprise, et notamment son bien-être. Et donc, en fait, que tous les voyants sont au rouge pour qu'on puisse traiter ce qui va dans le sens du mieux-être de la personne. Est-ce que ça facilite ça ou pas? Bien sûr, aujourd'hui, pour les entreprises, améliorer la qualité de vie au travail des salariés contribue à améliorer la performance. Donc ça a été effectivement intégré de plus en plus par les entreprises. Donc ils recherchent effectivement ce qui leur permet effectivement d'améliorer la situation de ces salariés. Et donc, travailler sur la problématique des aidants en est une des composantes. Même si elle n'est pas facile, car vous le dites, on touche à l'intime, mais en même temps, les conséquences sont importantes. Bien sûr. Accident du travail, inaptitude, licenciement, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, bon nombre de salariés aidants voient leur situation s'aggraver. On aboutit progressivement à une inaptitude et à une inaptitude ensuite qui amène au licenciement. Et donc, je dis, c'est d'autant plus dommage que ces salariés, dans leur rôle d'aidant, j'exagère, je mets entre parenthèses, mais sont presque des chefs d'entreprise. Hein. Ils sont aux prises avec tellement de sujets en urgence, d'organisation organisationnelle, que les compétences acquises pourraient être utiles aussi au niveau des entreprises. Exactement. Donc il y a un double enjeu à la fois de maintien dans l'emploi en essayant de trouver des solutions. Par exemple, c'est un cas classique que j'ai eu l'occasion de rencontrer 1000 fois, un salarié est coincé parce que son enfant handicapé n'a pas trouvé une garde, parce que son parent Alzheimer, voilà. Et donc il a besoin d'une demi-journée, et là il n'y a pas de possibilité en entreprise, en tout cas on n'en trouve pas, si bien qu'il va chez son médecin, et là il s'arrête sur 3 jours. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre une demi-journée, on perd 3 jours. On a besoin d'agilité et de souplesse. D'où l'importance de sensibiliser l'ensemble des employeurs à cette problématique en leur disant on peut faire autrement. Alors l'AIST, effectivement, j'écoutais effectivement les mesures, j'écoutais aussi l'intervenant dire aujourd'hui il faut sensibiliser, former les managers, leur expliquer la manière dont on peut accompagner. Bien sûr. Essayer d'utiliser au mieux les compétences de ces salariés-là pour améliorer la performance de l'entreprise. On va revenir plus en détail sur cette action, cette charte. Moi, je voudrais en savoir... qui a été appuyée par la ministre du Travail et de la Santé à l'époque. Comme quoi, je vous le disais avant, il y a bien des ministres qui font des choses. Non, c'est pour rire que je disais ça, bien sûr, c'est moi qui le disais. Non, on va y revenir pour bien comprendre. Et puis si jamais, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent un peu de toute la France, je n'ai pas dit des millions de gens, mais j'ai vu que des gens sur LinkedIn s'étaient inscrits, d'Alsace, etc. Il y a peut-être des choses à prendre. Chez nous, on fait les choses très bien, et peut-être que là-bas, ils n'ont pas fait. Je voulais juste me retourner vers Jean-Philippe et Aurélie. Attendez, que je ne me trompe pas, voilà. Il y a Marie-Josée qui dit « Je sensibilise des aidants à la régulation émotionnelle ». Alors, on va faire bientôt, je vous le dis, une émission sur santé et qualité de vie au travail. J'ai pris des contacts aujourd'hui, ça devrait se faire. Donc, on est dans ce champ aussi. « Je sensibilise des aidants à la régulation émotionnelle afin qu'ils puissent se libérer d'émotions désagréables. Je suis touchée par leur état émotionnel. » Et elle nous dit « Plus l'émotion est présente, plus elle impacte le niveau de concentration sur les tâches à réaliser. » Docteur. Oui, c'est évident, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens au début vont essayer de gérer toutes ces émotions, et on peut appeler ça comme ça, pour essayer de tenir le choc, parce qu'il faut tenir. Et à un moment donné, quand ça prend trop de place, ça devient difficile, et on peut arriver, comme monsieur disait tout à l'heure, à un impact réel sur la santé du salarié, voire dans le pire des cas, à un moment donné, à ce qu'il ne puisse plus tenir son travail, temporairement ou même définitivement dans le pire des cas. Donc c'est vrai que mettre en place effectivement, alors nous sur l'aspect médical, mais aussi sur peut-être aussi des thérapeutiques alternatives bien sûr. Sur ce sujet, avoir des partenariats avec... il y a des très bons professionnels, j'en profite, je mets juste un petit truc. Il y a de très bons professionnels aujourd'hui qui interviennent sur ce champ-là. Par contre, je vous le dis aussi, il y en a des très mauvais. Non mais, il y a des charlatans. Non, mais,
quand on parle voilà, de gérer l'émotion, etc., il y a des métiers. Il y a des métiers. Moi, je ne suis pas charcutier, donc je ne découpe pas de viande. Il y a des, faites attention, il y a des coachs, renseignez-vous. Il y a suffisamment, il y a votre médecin. Votre médecin peut tout à fait vous conseiller des professionnels, ou s'il ne connaît pas quelqu'un en particulier, il peut vous donner les clés pour vous orienter comme il faut. Aurélie, assistante sociale, peut le faire aussi. Le secteur associatif aussi. Attention, on le disait tout à l'heure, ce principe de santé et de bien-être au travail et dans la vie de tous les jours. Hein. Aujourd'hui, j'étais encore l'autre jour avec une amie psycho qui me disait j'arrête pas, j'arrête pas. Donc visiblement, il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup de choses à jeter, docteur, sur le marché, quoi. Il y a des escrocs. Et je pense qu'effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est là tout l'intérêt des réseaux et des dispositifs qui se mettent en place, c'est de se rapprocher de ces personnes et de ces réseaux qui sont dans le sujet, des professionnels, qui pourront, comme vous le disiez, soit prendre en charge la problématique, ou en tout cas orienter vers des professionnels pour éviter tout type de désagrément qui pourrait voilà. coûter cher ou Bien aggraver sûr. la situation. Et parce qu'en plus, on est dans des moments de faiblesse. Aurélie, vous en rencontrez des gens comme ça? Oui, tout à fait. Où du coup, même enclencher des démarches, c'est compliqué. Ouais. Donc, pour ces personnes-là, simplement donner de l'information et orienter, c'est pas suffisant. Donc, il faut accompagner dans les démarches, comme tu disais tout à l'heure, mettre en relation. Et quand justement il y a toutes ces émotions qui prennent le dessus, on peut orienter vers des associations type La Marguerite, justement, qui proposent des ateliers. Ou alors il y a le pôle aidant aidé aussi qui peut proposer des choses. Et là, c'est peut-être plus adapté pour commencer. Voilà. Après, c'est toujours pareil, il faut que les professionnels que vous êtes ou les associatifs que vous êtes puissent avoir la bonne fenêtre de tir au bon moment pour faire passer le message, parce que c'est souvent ça aussi, hein. C'est que comme on n'est pas forcément lucide ou qu'on est fatigué, Luc le disait, ils font 50 000 choses, et bien, il y a des moments où ils peuvent entendre et d'autres où ils ne peuvent pas entendre. Marie-Josée, pas de souci. Effectivement, Marie-Josée nous dit, les diplômes et les parcours professionnels parlent quand même. Oui, maintenant il y a des domaines, et c'est vrai, il s'agissait de pointer le doigt sur personne, si ce n'est que quand on est dans cet état-là, et vous le savez mieux que moi, Marie-Josée, c'est rare qu'on aille voir un thérapeute ou un pseudo-thérapeute ou un coach ou un pseudo-coach et qu'on lui dise faites-moi voir vos diplômes et puis je verrai après si je travaille avec vous. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Quand on va voir un médecin, on sait qu'il est à peu près bon, à peu près, on sait qu'il a fait des études, mais le reste, bon, voilà, il fallait le dire, c'était important. Oui, bien sûr, il y a des gens aussi très bien. On va continuer, Luc, tac, je passe là. Je voudrais qu'on revienne sur la charte. Premièrement, quel est l'objectif de cette charte? Alors, pour revenir un petit peu à la genèse des choses, il a fallu rassembler tout le monde, et ce n'était pas forcément, vous l'avez souligné tout à l'heure, évident, parce qu'entre les intérêts des organisations professionnelles et des organisations syndicales, là, c'est la négociation. Il a fallu se mettre d'accord sur le dispositif, et donc on s'est dit qu'il fallait s'appuyer d'abord sur une enquête pour recueillir les attentes et les besoins dont vous avez parlé auprès des salariés, mais auprès des employeurs, pour essayer de voir quels pouvaient être les freins qui pouvaient les gêner. Voilà. Et ensuite, à partir des résultats qu'on a obtenus, on a élaboré une charte avec l'objectif, dans un premier temps, d'abord de sensibiliser, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises de la Corrèze prennent conscience effectivement de la problématique des aidants, qui va être une obligation pour eux, mais qu'ils en prennent conscience au regard des conséquences que ça peut avoir sur leur performance. Et on est rentré un petit peu, l'idée était, on met le pied dans la porte pour qu'ils soient sensibilisés. Donc on a construit une charte qui effectivement, on reprend les choses qui ont été dites, c'est-à-dire on donne de l'information effectivement aux salariés, on connaît ses droits, on fait en sorte de trouver des solutions pour aménager quand c'est possible son travail de telle sorte qu'il puisse s'organiser encore un petit peu mieux. Enfin, voilà, c'est un certain nombre d'éléments qui n'entraînent pas encore pour l'instant de mesures financières de trop ni de mesures humaines, de coûts humains, mais qui permettent de mettre en place déjà des choses
et après aux entreprises d'aller un peu plus loin. Donc on a En proposé... tout cas, vous l'avez bien dit, vous avez mis le pied dans la porte. Voilà. C'était ça, hein. Il faut commencer par là. Après, des organisations vont peut-être négocier un peu plus, hein, Ouais. mais en tout cas, avec cette charte-là, ça permet de rentrer et de faire la prise de conscience. Alors, le jour de la journée mondiale Alzheimer, on a présenté cette charte devant les entreprises et devant le conseil départemental, et de nombreuses entreprises ont signé, le conseil départemental aussi. Aujourd'hui, en très peu de temps, 10% des salariés aujourd'hui de la Corrèze sont couverts par cette charte. Ça veut dire que bon nombre d'entreprises ont signé, des fois en se disant j'entre dans le cadre de la qualité de vie, il va falloir maintenant la prise de conscience de ce que cela représente un petit peu derrière, mais ça veut dire qu'on a fait un gros effort. J'espère que d'ici la fin de l'année, on est sur 2 gros morceaux, les hôpitaux notamment, et on devrait couvrir 25% assez rapidement. Vous allez avoir du boulot. Assez rapidement. Voilà. Alors derrière, il s'agit ensuite de mettre des dispositifs. Alors certains médecine du travail, et on travaille en pleine collaboration avec la médecine du travail, et qui est un rôle indispensable. L'idée, c'est derrière d'apporter des solutions pour l'employeur, hein. Donc on met en place des formations, des actions de sensibilisation, on met des actions en rassemblant les entreprises. Ils nous envoient effectivement leurs salariés, on réalise de la sophrologie par exemple, ou d'autres actions qui peuvent être mises en place. Donc on est sur un dispositif quand même extrêmement important et qui est vu de très près aujourd'hui par les branches professionnelles nationales, parce qu'ils sont en train ils ont l'obligation de le faire, ils ont compris l'intérêt pour les entreprises, donc ils sont en train de regarder comment on a procédé pour arriver à cela, pour bâtir et me demandent effectivement d'intervenir. Des choses similaires. Allez, il nous reste 5 minutes. Hein. Vous voyez, Aurélie, ça passe vite. Je me suis dit, avec moi, ça passe toujours trop vite. Hein. C'est comme ça. On va mettre le dernier petit spot, le spot de la CCI 23. J'en profite pour saluer mon ami Philippe Daly et toute son équipe et toute la Creuse qui, elle aussi, est particulièrement active, quoi qu'on en dise. Et puis, on revient vers vous, Luc. Voilà, on revient avec Luc, juste pour une dernière petite question, assez courte, hein, je sais bien qu'on pourrait y passer plus de temps, mais la première question, est-ce qu'effectivement ça a fait écho ailleurs en France? Est-ce qu'on se rapproche de vous? Est-ce que dans le réseau France Alzheimer, par exemple, il y a d'autres initiatives ailleurs? Alors dans le réseau France Alzheimer, pas forcément, D'accord. On est en termes d'information, de partage, mais par contre, des départements, effectivement, m'appellent effectivement pour voir, et des branches professionnelles effectivement nous appellent pour dire comment vous procédez, quelles sont les actions que vous pouvez engager, comment vous avez réussi cette négociation. Ce tour de force. Un dernier petit mot, et puis je vous encourage à... Oui, mais vous allez en dire. Hein. Juste par rapport à ce qui a été évoqué émotionnellement. Oui. En ce qui concerne les aidants qui font face à un Alzheimer, d'un proche, il faut savoir que 35 à 40% des aidants décèdent avant la personne qu'ils aident, tellement c'est difficile. On a vu pendant le confinement des choses inouïes. Donc ça touche évidemment les salariés. Un salarié sur 5 est un aidant. Un salarié sur 5. Quand je dis à l'hôpital qui me dit on fait des choses quand même, et que je leur dis vous avez 2300 agents et ça représente 460 aidants, fort heureusement qu'on ne sont pas tous dans une situation difficile, mais d'un seul coup, en termes sociaux, c'est de l'impact. Bien sûr. De toute façon, je suis persuadé que faut bien des gens pour commencer, pour mettre le doigt là où ça fait mal. Hein. Et voilà, c'est votre rôle. Hein. Vous avez abordé la chose, quand je dis vous, c'est vous et toutes les personnes qui ont travaillé avec vous. Vous avez, je trouve, sur la démarche, c'est une démarche intelligente dans le sens où l'idée, c'est pas d'être militant pour être militant, mais c'est bel et bien de mener une étude de front sur les problématiques que peuvent rencontrer les salariés aidants et l'impact que ça a en entreprise. On l'a dit, donc ça doit être une relation gagnant-gagnant. Je vais remettre, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, je vous êtes tous à l'antenne, c'est fini, quasiment. Je vais vous demander une phrase chacun. Allez, on va commencer par Luc. Luc,
en une phrase, c'est quoi l'étape d'après, là, tout de suite, ce sur quoi il faut qu'on avance? Alors l'étape pour ce qui nous concerne, c'est de faire signer les chartes. C'est une manière de sensibiliser et c'est derrière de réaliser un accompagnement avec tous les acteurs possibles, pas simplement ADAPI et France Alzheimer. On a évoqué la Marguerite, mais d'autres aussi. L'important, c'est de se coordonner derrière. Avancer de façon coordonnée. Oui, oui. Bon, c'est une phrase longue, ça fait rien. Jean-Philippe Queneuil, docteur. Je pense que pour nous, c'est continuer effectivement à développer ce qui a été débuté, améliorer effectivement la confiance des salariés vers les services santé au travail et puis développer le relationnel avec les entreprises sur cette thématique. Très bien. Ah, il parle bien. Mais oui, non, mais il a fait des études. C'est ça aussi, les gars qui font des études savent parler. Aurélie, une phrase. La dernière. Ne me dis pas que tu cherches un mari là. C'est pas ça que je demande. Non, c'est pas ça. Est-ce que... Dis-moi. Peut-être l'étape suivante, donc comme on est sur des actions de sensibilisation au niveau des entreprises, peut-être aller plutôt même au sein même de l'entreprise pour sensibiliser encore plus, mais aussi bien les employeurs que les RH, que les managers, et que aussi les salariés. Voilà, exactement. Et que les collègues. On le dit souvent, notamment dans le champ du handicap, quand on intègre quelqu'un qui est une personne handicapée, c'est bien joli de sensibiliser le chef d'entreprise, les managers, mais là où il faut vraiment, vraiment, vraiment sensibiliser, c'est l'environnement. Hein? Ah oui, d'autant plus que le collectif de travail va jouer un rôle essentiel là-dedans. C'est clair. Positif, mais aussi qui peut être négatif au bout d'un certain temps. Exactement. Voilà, allez, je vais me mettre en gros plan. Vous voulez en savoir plus, vous pouvez. Là, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent de France Alzheimer, de la IST 87. Si vous avez besoin, vous envoyez un mail, je ferai passer bien évidemment. Je vous remercie. Alors, hop, je remets ça. Je vous remercie énormément d'être venu jusqu'à nous ce soir. Je remercie les personnes qui ont suivi. Je vois qu'il y a des gens qui ont été très attentifs et merci beaucoup. Hop, je remets en serré. Vous le voyez, je rappelle le 6 octobre, journée nationale des aidants, la journée porte ouverte à partir de 9 h dans les locaux de la IST. Alors vous pouvez y aller, hein, c'est une structure, c'est tout en marbre, les poignées sont en or, c'est un truc de fou. Hein. Faut y aller, je vous dis, vous arrivez, il y a une piscine intérieure. Non, c'est pas vrai, bien sûr. C'est bien-être au travail. C'est le bien-être. Alors là, c'est plus le bien-être au travail. Hein, non, allez-y, vous êtes employeur, vous êtes RH, vous êtes étudiant RH, vous êtes travailleur social, vous êtes ce que vous voulez, vous y allez, vous vous renseignez, vous acculturez à cette thématique et vous allez voir, vous allez être bien reçus. Vous avez vu, ils sont sympas. Merci, merci une fois de plus. La semaine prochaine, on change complètement d'univers. La semaine prochaine, on va parler de la filière bois. Voilà. Allez, je vous dis merci et puis vous allez manger. Au revoir.